C'est vraiment un processus créatif qui est propre à chacun. Et moi, je sais pas, j'ai des idées en allant courir, sous ma douche, dans l'avion, en pensant à mon vélo. Et j'ai rarement des idées sur mon vélo, en fait. C'est vraiment en dehors de mon vélo, souvent, que j'ai ces idées. Et une fois que je monte sur mon vélo, je m'aperçois qu'elles étaient complètement débiles, ces idées, parce que ça marche pas du tout. 99,9% du temps. Mais 0,01% du temps, ça marche. Et là, t'as créé ta figure et qui va te permettre de gagner plein de compétitions. Le problème des sports très niches comme ça, parce qu'on parle de sports très niches, comme le BMX flat, c'est que tu as vite fait d'être un gros poisson dans ta petite mare, en fait, d'être le boss dans ton milieu, mais qui intéresse pas beaucoup de monde. Et c'est très dangereux, ça. C'est très dangereux pour l'ego, c'est très dangereux pour la progression, c'est très dangereux pour la progression personnelle aussi. Il faut absolument arriver à sortir de son milieu, parce que sinon tu restes bloqué, en fait, avec tes 3 fans, tes 3 groupies, et puis tu vas jamais évoluer. Moi, je viens d'un sport tout pété, tout petit, en fait, le BMX flat, et j'ai réussi aujourd'hui à, je sais pas combien, millions de followers, je dois approcher de 2 millions de followers sur toutes les plateformes, tu vois, et c'est beaucoup. Et du coup, si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde pourrait réussir à le faire. Ça en fait des années sur le circuit à gagner des compètes. J'ai de la chance d'avoir une carrière hyper étendue et à gagner énormément de choses. Et en fait, il y a vraiment ce truc, en toute modestie, de j'ai plus rien à prouver, en fait. J'ai gagné une médaille aux X Games. Là, cette année, c'est ce qui me manquait un peu à mon palmarès. J'ai coché cette case. C'est juste que voilà, je crois que j'ai fait le tour, en fait. Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité avec lequel on évoque son parcours, on décrypte l'actualité et on explique des technologies pour vous donner les clés de compréhension de cet univers passionnant qu'est le vélo et vous donner envie d'aller plus loin. Je suis Antoine Taillefer, passionné de vélo, et vous êtes en roue libre. Je suivais Mathias depuis assez longtemps quand même, depuis une bonne quinzaine d'années, et notamment tout ce qu'il faisait en BMX flat. Mais je dois dire que à l'occasion d'une démo qu'il a réalisée au salon Vivatech à Paris au mois de juin, j'ai pris une grosse claque parce que je me suis rendu compte que en fait, j'étais passé à côté du truc pendant un paquet d'années. Quand je dis je suis passé à côté du truc, c'est que je me suis rendu compte, en le voyant évoluer à quelques centimètres de moi, que le BMX flat était bien plus que simplement du vélo, simplement quelques pirouettes effectuées par-ci par-là. C'était une sorte d'art. Et donc j'ai voulu m'intéresser à ça et j'ai demandé à Mathias de participer au podcast En roue libre, ce qu'il a accepté à mon plus grand bonheur. Et donc avec Mathias, pendant cet entretien, on a abordé ce qui l'a amené au BMX, ce qui lui a permis de progresser, ce qui lui a permis d'arriver, on va dire, de devenir le meilleur rider au monde avec 9 titres de champion du monde, mais également aussi comment est-ce qu'il a diversifié ses activités dans sa carrière et aussi comment est-ce qu'il entrevoit de quitter la compétition en BMX flat tout en continuant à rouler. Un épisode passionnant que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonne écoute. On va pas faire simple, pour faire court. Yes, c'est tout bon. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. On est là. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Écoute, Mathias, c'est parti. En avant, Guingamp. Allez, génial. Bonjour Mathias Dandois. Comment tu vas ? Bonjour à toi, et ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va super. Je suis très heureux. Je suis très heureux de te recevoir dans En roue libre pour cette saison 2 qui commence après 20 épisodes. Tu es donc le premier de cette deuxième saison et qui démarre sur les chapeaux de roue. Je vais peut-être pas faire des têtes d'affiche comme toi pendant toute cette deuxième saison, quoique. Mais en tout cas, je te remercie infiniment de me consacrer un petit peu de ton temps. Avec grand plaisir. Pour cet enregistrement. J'ai entendu que tu t'étais mis au BMX
au flat parce que t'en avais marre de te faire gueuler dessus par ton entraîneur de foot. C'était ça le déclencheur. Enfin, Ouais, après, c'était un des déclencheurs. Moi, je viens ouais. d'une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Épinay-sur-Orge. Et bah, comme tous les gamins de Épinay-sur-Orge, l'activité principale de la semaine, c'était de faire du foot avec les potes. Et malheureusement, en fait, le coach, il avait de trop grosses expectations d'enfants de 8 ans d'Épinay-sur-Orge. Il pensait entraîner le PSG. Et du coup, je pense que ça crée beaucoup de frustration chez cette personne. Et cette frustration, il l'a déversée sur nous. Il arrêtait pas de nous gueuler dessus. Et vraiment, il nous gueulait dessus, mais comme des putois, quoi. Et, euh, et j'ai joué, je crois, 6-7 ans au foot. Et au bout de 6-7 ans, mais j'en pouvais plus de me faire gueuler dessus, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible. Et, euh, et avec des potes, on avait tous le même avis. Et puis c'était l'époque MTV où il passait Jackass, où il y avait Bam Margera qui faisait du skate, il y avait Matt Hoffman qui faisait du BMX, machin. Et on se disait, putain, ça a l'air pas mal quand même. Et puis là, à la télé, un après-midi, je vois un mec qui passe à l'émission C'est mon choix. C'était une émission où c'était des gens qui présentaient leur passion ou leur métier ou leur vie différente. Hmm. Et donc ce mec, il faisait du BMX flat, il s'appelait Woody. Et il a fait une démo de BMX flat sur le plateau. Et moi, ça m'a scotché devant ma télé, parce que ce qui m'a vachement plu, en fait, c'est qu'il n'avait pas besoin de gros skateparks ou de grosses infrastructures. Il était juste avec son sol plat. Et en fait, à Épinay, il n'y avait pas de skatepark, il n'y avait rien du tout. Et du coup, ça nous a limité un peu nos rêves, tu vois. On avait acheté un petit rail pour faire des graines dessus, mais il est vite cassé, machin. On n'avait pas de skatepark. Et en fait, en voyant ce mec qui faisait du flat, je me suis dit, mais attends, en fait, il n'y a que besoin du parking du tennis club, en fait. Et du coup, j'ai chopé un bike au Noël suivant. Et puis j'ai commencé du coup par le flat. Et là, il y a un de mes potes avec qui je ridais. On avait un petit crew de riders du coup qui avait tous arrêté le foot. Et on avait fait une communauté qui s'appelait Rider in the Shit. Alors on copiait Jackass, on faisait des vidéos, on faisait des cons et tout. On avait 11 ans et demi, 12 ans, hein, donc on était vraiment cons. Et donc, un de mes potes de Screw, il me dit, il y a un mec qui donne des cours de BMX flat à 10 minutes à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et là, c'est quand même un coup de peau extraordinaire qu'il y a un mec, un pro, qui donne des cours de BMX flat dans une structure qui était ralliée à l'école du cirque à ce moment-là. Et donc, 3 fois par semaine, ce mec, il avait des créneaux dans un gymnase avec une association où c'était pro, où mes parents ils pouvaient me laisser sur des sessions de 2 heures. Et donc ce mec, il m'a appris le BMX flat. Et en fait, je me suis rendu compte des années plus tard que c'était à l'époque la seule structure en Europe, quoi. Et elle était à 10 minutes de chez moi. Et donc, quand même là, Benoît Père, il aurait dit la chatte. Gros coup de peau. Gros coup de peau. Et puis voilà, j'ai tout de suite kiffé le flat et puis j'étais plutôt doué, beaucoup plus doué qu'en foot. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'était qui alors c'est quelqu'un qui pratique toujours ou c'est Ouais, quelqu'un ouais. qu'on connaît? Non, non, c'est pas. Il a jamais une énorme carrière. Il était pro. Il faisait, euh, il faisait peut-être demi-finale à l'époque. Il s'appelait Carlos Leal. Et voilà, c'est un mec qui m'a vraiment tout appris les 2 premières années. C'est ouf, quoi. Parce que le BMX flat, c'est vraiment un sport de transmission. C'est très dur de commencer tout seul. Même si maintenant, tu as des tutos sur YouTube, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Mais c'est vraiment un sport de transmission où il faut que quelqu'un t'explique comment mettre ta main, comment mettre ton corps par rapport au vélo. Et si on ne t'explique pas ça et que tu as besoin de le trouver tout seul, ça va te prendre des années à progresser. Ah ouais. Parce qu'en plus, il y avait pas YouTube à l'époque, enfin pas trop. Il n'y avait pas non plus trop de réseaux sociaux, pas non plus trop de vidéos. Alors ça tournait un petit peu, mais Vite fait, comment? vite fait. Il y avait Ouais. il y avait un forum à l'époque qui s'appelait Agoride et où les gens venaient s'échanger les dates des compétitions, certaines photos, certaines vidéos. Après, c'était vraiment les connexions 56K là où ça faisait du bruit quand tu te connectais ou mes parents ils pouvaient plus téléphoner quoi si j'étais sur Internet. Du coup, c'était vraiment une autre époque, mais euh, ça a aussi
rapprocher la scène à l'époque, en fait, qu'il n'y ait qu'un endroit en France où on pouvait se retrouver. Et c'était Agoride. Et c'est comme ça que moi, j'ai trouvé des riders dans ma région, où je connaissais les dates des compétitions, où tu pouvais retrouver des photos des événements. Et puis voilà, c'était rigolo. OK. À quel moment tu as compris, enfin, à quel moment tu t'es dit: «Je vais commencer à créer, à innover, moi-même»? Parce que comment tu te démarques, en fait, finalement, des autres? Ouais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le BMX flat, c'est vraiment une discipline où tu peux inventer des figures très souvent. Il y a plein de choses qui ont été faites, mais avec la progression du matériel, avec le fait que les bases des nouveaux riders soient tellement plus élevées techniquement que nos bases à nous, vieux riders, quand on a commencé, tout ça fait que tu peux vraiment inventer des trucs tout le temps. Et pour ça, il faut quand même des bases hyper solides. Et c'est hyper important d'apprendre toutes ces bases de BMX flat. Et en fait, un peu à l'image du jazz, une fois que tu as toutes ces bases, et bah, tu peux un peu freestyler sur ces bases et trouver tes propres mouvements. Et c'est assez intéressant parce que c'est vachement lié à comment tu es fait physiquement. Parce que si tu as des grands bras, tu vas pouvoir atteindre une partie de ton vélo que d'autres ne vont pas pouvoir atteindre. Et moi, j'étais hyper grand en fait pour un mec qui faisait du BMX flat. Et donc, ça a toujours été un style qui m'a vachement démarqué parce que j'avais des grands bras, des grandes jambes. Et du coup, je pouvais avoir accès à des tricks que d'autres ne pouvaient pas. Et ça m'a fait un style vachement singulier en plus. Parce que tous les pros de l'époque faisaient 1m70, moi je faisais 1m85. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça m'a donné un style direct déjà très personnel. Et pour répondre à ta question, j'ai commencé le BMX en 2002. J'ai commencé à inventer mes propres tricks en 2006. Donc, tu vois, OK. j'ai eu 4 ans où j'ai vraiment appris toutes les bases. Et après, petit à petit, tu arrives à changer euh, quelques, quelques détails à des tricks et ça devient les tiens. Et après, on va dire que mes premiers tricks, on va dire un peu emblématiques dans la scène, hein, c'est 2007-2008. J'avais sorti une vidéo de riding en 2007 en Hongrie. En fait, genre, j'avais mon meilleur pote à l'époque qui était hongrois, qui était Adam Kuhn, et j'allais passer tous les étés chez lui m'entraîner. On avait filmé une petite vidéo c'est Mathias Dandois In Hungary sur YouTube. Et en fait, cette vidéo, j'ai vraiment lâché plein de nouveaux tricks. Et c'est comme ça que j'ai un peu percé Mmh. sur Internet après dans la scène. OK, et c'est internet qui t'a fait percer ou c'est la compète? Comment c'est venu, Non, clairement la compète, hein. La compète Ouais, parce que on parle de 2006-2007, là, Internet, c'était pas du tout ce que c'était. ouais, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y avait pas Instagram, il y avait, c'était les prémices. Je sais pas, YouTube, c'est quand? C'est 2012 peut-être que ça a commencé fort. Mais, euh, mais non, moi, clairement, c'est avec la compète. J'ai été sponsorisé par Adidas vachement rapidement via Alex Jumelin, Mmh. donc qui était un pro de l'époque et qui est toujours pro maintenant. Et en fait, Alex c'était vraiment mon idole. J'avais des posters de lui sur, euh, sur les murs de ma chambre. Et puis, en faisant mes premières compétitions en 2004, il a vu que j'étais talentueux. Il m'a tout de suite pris sous son aile. Et du coup, ça me permettait de voyager en compétition en Europe sans que mes parents aient trop peur de me laisser partir tout seul. Parce qu'il y avait ce mec qui avait 10 ans de plus que moi à qui il faisait confiance et qui m'emmenait en voiture. Et en plus de ça, il me présentait à ses sponsors. Et en 2006, il m'a présenté à Adidas, une fille qui s'appelait Ricarda, qui était exceptionnelle. Et donc Adidas avait un gros programme BMX. Et en 2006, au championnat du monde, je crois que je fais cinquième en pro. Donc ce qui était vraiment pas dégueu pour un gamin de 17 ans. Et là, Adidas me dit, bah vas-y, on te... au début, je crois pendant 2-3 mois, ils m'ont filé des paires de pompes à tester. Et puis après, ça s'est bien passé. Donc ils m'ont fait un petit contrat. Ils m'ont pris un contrat Adidas, j'avais 1 000 € par mois. Et j'avais 17 ans, j'étais le roi du pétrole, j'étais en première au lycée, j'étais comme un ouf, tu vois. Et donc c'est via cette compétition que j'ai eu mes premiers sponsors. Et après Red Bull, pareil, c'est via les championnats du monde 2008 que ça s'est fait. À l'époque, c'était hyper dur de percer.
il n'y avait pas Internet, donc il fallait être dans les magazines spécialisés. Nous, on avait Soul et puis Crime BMX. Et après, en Angleterre, d'autres trucs. Donc, soit il fallait faire des gros articles là-dedans, ou alors gagner des compétitions. Donc ça a vraiment changé par rapport à 2023, ça c'est sûr. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de, en gros, faire ses gammes. Tu fais tes gammes un peu en mode solfège, quoi. Et une fois que tu as maîtrisé ces bases, tu peux te permettre de commencer à créer des trucs. C'était quoi, enfin, comment tu crées? Comment tu te dis, enfin, est-ce que c'est un truc un peu itératif où tu dis tiens, je vais tenter des trucs, tu vois, enfin, par exemple, en, en freestyle, en BMX, bon, tu sais que tu as des tricks, tu fais des variations. Est-ce que c'est le même procédé en flat? Tu fais quelque chose que tu as déjà maîtrisé et tu y mets une variation, ou tu testes un truc, tu dis attends, là ce truc là il est personne l'a jamais fait, je vais tenter. Comment ça se passe? C'est quoi le process? C'est ça, personne ne l'a jamais fait, je vais tenter. C'est ça, Ok. c'est ça le truc. Après, forcément, tu as, t'as des bases et puis tu peux t'inspirer de ce que d'autres riders ont fait et puis y apporter ta sauce. Mais ça, on va dire, ça n'a jamais créé des trucs incroyables de s'inspirer des autres. Moi, j'essaie de m'inspirer des autres le moins possible parce que finalement, tu vas toujours te rapprocher de ce que les autres ont déjà fait. Et ça, c'est pas bon pour moi. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser en dehors de la boîte et penser différemment. Et je sais pas, genre, c'est vraiment un processus créatif qui est Mm. propre à chacun. Et moi, je sais pas, j'ai des idées en allant courir, sous ma douche, dans l'avion, en pensant à mon vélo. Et j'ai rarement des idées sur mon vélo, en fait. C'est vraiment en dehors de mon vélo souvent que j'ai ces idées. Et, euh, et une fois que je monte sur mon vélo, je m'aperçois qu'elles étaient complètement débiles, ces idées, parce que ça marche pas du tout. 99,9% du temps. Mais 0,01% du temps, ça marche. Et là, tu as créé ta figure et, qui va te permettre de gagner plein de compétitions. Et c'est trop bien, quoi. C'est trop bien que ce soit un sport autant qu'un art. Et c'est vraiment, on est à 50-50 entre le sport et l'art. Et c'est pour ça que j'aime tant ce sport. Et je me rendais pas compte du tout que c'était un art au début, en fait. Moi, je faisais vraiment ça comme une activité physique, sportive. Moi, j'ai grandi vraiment comme un sportif en faisant du foot, de l'athlé, du hand. J'adorais le sport, j'en ai une famille de sportifs, et donc je voyais pas du tout cet aspect artistique au début. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, tu vois. J'ai des bases sportives, forcément, mais je vois vraiment ça comme quelque chose de créatif et de très beau, en fait, ce que je ne voyais pas au début. Mm. Est-ce que justement tu travailles cette créativité, cette fibre artistique? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu te rapproches d'autres formes de créativité, d'art ou autre? Ou alors est-ce que tu préfères toi rester dans ton inspiration, dans des choses qui te parlent? En gros, est-ce que tu te rapproches tu vois, je sais pas, de chorégraphes, de danseurs ou de gens comme ça qui ont eux aussi un processus de créativité? Écoute, pas du tout. Moi, mon processus créatif, c'est de pas faire de vélo et en fait d'oublier un peu euh, ce que je sais et d'y revenir quelques jours plus tard. Et là, en fait, je pense vraiment différemment. C'est assez bizarre comme réponse, mais c'est la vérité. Genre là, je vais partir 3 jours dans le sud sans mon vélo parce que j'ai des petits blocages créatifs en ce moment et je sais que le week-end prochain, quand je vais remonter sur mon vélo, c'est pas une science exacte, hein, mais c'est très possible que j'ai des bonnes idées parce que j'ai fait autre chose pendant 3 jours. J'ai fait du tennis, je suis allé faire de la randonnée, j'étais avec des potes, on a déconné, machin. Et j'ai oublié complètement le BMX. Et en fait, quand j'y retourne, ça me permet vraiment de le voir d'une manière différente et de progresser. Et ça, je l'ai compris que très récemment, il faut pas faire du BMX genre, faut pas se bloquer des heures et des heures et des heures sur ton BMX en se disant je vais finir par inventer une figure. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je pense il faut faire d'autres choses. Mais ça, tu peux te le permettre que quand tu as de l'expérience et des bases de tricks
exceptionnels comme moi j'ai fait 10 heures de vélo par jour pendant 5 ans quand j'étais kid et j'ai acquis des bases. J'étais complètement taré en fait. J'ai ridé beaucoup plus que quiconque, je pense, sur cette planète pour avoir ces bases hyper solides et ça me permet justement d'avoir ce procédé créatif un petit peu bizarre qui est de moins rider en ce moment pour avoir de meilleures idées. Mais, euh, mais voilà, c'est mon processus créatif. Et j'ai pas de chorégraphe, en fait. Je fais tout seul parce que c'est hyper personnel. Et pour essayer de faire passer ce qu'il y a dans mon cerveau à une autre personne, ce serait beaucoup plus compliqué que juste de passer par moi tout seul. Donc je le fais tout Hmm. seul. Je te recommande la lecture d'un ouvrage qui devrait te plaire et t'intéresser et également te permettre de progresser là-dedans. C'est la puissance de votre subconscient de Joseph Murphy. Ok. Un excellent bouquin qui justement explique que parfois, en fait, les meilleures idées, elles viennent après une petite période de maturation et qu'il faut laisser parfois la nuit ou un petit peu de temps à une idée pour faire son chemin et venir sous la forme dont on en a besoin. Ah oui, C'est, carrément. Moi, il y a des tricks que j'avais essayé il y a 3, 4 ans, 10 ans, qui n'avaient rien donné à l'époque. Et en fait, je me souviens que je les avais essayés et je les réessaye là, avec d'autres capacités physiques, un autre matériel. Et en fait, je me rends compte que c'est des super idées. Donc, tu peux vachement recycler aussi dans le BMX Flat. C'est assez chouette. Et justement, comment est-ce que le sport peut continuer à évoluer? Alors, tu parles de physique, tu parles il y a aussi technique, tu as parlé un petit peu aussi du matos qui paraît pas être le truc le plus évident pour l'évolution parce que bon, à mon niveau extérieur, évidemment, je maîtrise pas tous les points techniques du bike, mais je me dis, bon, qu'est-ce qui peut évoluer? Bon, tu vas nous le dire. Mais ouais, comment est-ce que ce sport peut évoluer techniquement? Alors, est-ce que est-ce que c'est de la créativité? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de l'entraînement? Toi, tu t'entraînes beaucoup physiquement et techniquement aussi, évidemment. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir encore des, des- des évolutions? Alors, je pose la question tout en connaissant la réponse, mais voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un sport comme ça qui continue à évoluer, continue à nous surprendre et avoir des nouvelles choses? Je montrais des vidéos hier à un pote qui est tennisman et qui connaît pas du tout le BMX et je lui montrais les nouveaux kids au Japon, ce qu'ils postent sur Instagram. Et je lui disais, bah, t'as vu, ça c'est le flat de 2023. Et il a halluciné. En fait, c'est des kids qui ont des vélos en titane, qui font 6 kilos, et, Ok. et ils jettent leur vélo n'importe comment, et ils retombent dessus, et ils font des bike flips, et c'est trop beau, et c'est des trucs que moi je pourrais jamais faire, tu vois, parce que je suis pas de cette école, et en fait là l'évolution du BMX flat c'est vraiment au Japon, et pourquoi? C'est parce qu'ils ont fait taquet d'écoles de BMX flat, et du coup Ok. il y a plein d'enfants de 8 ans qui se retrouvent à aller au BMX flat comme s'ils allaient au foot en France en fait. Et ils sont des dizaines de milliers à rider et leur base, comme je te disais, toute une histoire de base en fait. Leur base, leurs tricks de base, vraiment, ils sont hyper élevés techniquement par rapport à mes tricks de base moi à l'époque. Et donc ça leur permet de, de créer des trucs à eux qui sont beaucoup plus forts techniquement que moi je fais ou que d'autres pros un peu plus vieux font. Et il y a vraiment eu cette cassure entre nous et cette next gen euh, où vraiment tu vois une différence de style. Ça s'appelle des bike flips. Genre vraiment Hmm. ils envoient le vélo n'importe comment, ils retombent dessus et je sais pas comment ils font. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ça le flat 2.0 quoi. Et donc je disais l'évolution du matériel parce qu'ils ont tous des vélos en titane hyper légers. Euh, et puis c'est juste que ils s'entraînent énormément et pas forcément physiquement d'ailleurs. Ils ont tous des physiques de cintre, mais comme ils ont des vélos hyper légers et puis ils sont hyper souples, ils se blessent jamais. Donc c'est vraiment fou ce qui se passe au Japon en ce moment-là. Ils sont vraiment en train de tout péter. On va mettre
les vidéos dans les notes de l'épisode, comme ça on verra un petit peu. Je ne peux que me faire des petites représentations mentales d'un vélo titane en bike flip sous un petit japonais tout frêle, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on regarde les vidéos. Et donc effectivement le côté matos, des vélos en titane qui font 6 kilos, même pourquoi pas, j'en sais rien, peut-être des roues carbone qui sont Non, bien rigides, enfin. le carbone, c'est pas bon. Le carbone, c'est Non, pas bon pas. parce que ça casse en plein de petits morceaux. Ah oui, Du oui. coup, c'est pas bon pour nous. Ok. Non, mais je prends l'exemple du VTT où là, il y a du carbone Bah partout, ouais, cintre, potence, tige de selle, bah ouais. roue, pédalier. Bon, voilà. Ok, donc pas dans le flat. Est-ce que, du coup, en tant que... alors, il y a le style, là. Il y a le style, tu dis, le style japonais, c'est des mecs qui sont très souples aussi. Est-ce que tu as d'autres écoles, d'autres gens qui t'impressionnent, qui te disent, oula, attends, les mecs, ils sont costauds. Ouais, après, c'est plus un mec par pays, plus que genre un pays, mais t'as un Canadien qui s'appelle Jean-William Prévost qui fait que de la roue arrière et qui est exceptionnel, très puissant. C'est très beau à voir. T'as un petit Français qui a 16 ans qui s'appelle Julien, euh, qui roule en Normandie au milieu des vaches et de la campagne. Hyper impressionnant, très inspiré du style des Japonais. Et lui, vraiment, ça va être le prochain tueur. Et voilà, et Alex, qui est toujours hyper impressionnant parce qu'il a 47 ans et qui est toujours top 10. Donc c'est hyper inspirant pour moi. Mais vraiment, le Japon, ils sont à des années-lumière là. Ils ont vraiment mis un niveau. Donc on peut pas comparer le reste Hmm. des scènes au Japon. Ils ont vraiment Ok. mis la barre hyper haute. Ouais, donc encore une fois, les Japonais sont trop forts. Oui. Ok. Mais on leur en veut pas. Il y a un sujet qui est vachement important, enfin c'est sans transition, et un sujet qui est très très prégnant chez toi, c'est le côté médiatisation, le côté image évidemment, parce que c'est bien beau de faire les tricks dans son coin, mais en fait si personne le voit, c'est à un moment donné, c'est pas, enfin, on n'arrive pas au bout. Est-ce que toi, tu as senti à un moment donné que tu avais, en termes de médias, est-ce que tu avais, en termes de visibilité, que tu avais percé? Ou est-ce que c'est la compète qui, toi, enfin, la compète et tout ce que tu avais fait à côté? Est-ce que tu as senti qu'il y avait un moment en particulier où le fait de faire de l'image t'avais propulsé, mis en avant, créé, donné une nouvelle visibilité? Bah ouais, en ayant fait le film qui est sur Netflix, MILF là. Ouais. C'est vrai, en fait, le problème des sports très niches comme ça, parce qu'on parle de sport très niche, comme le BMX flat, c'est que tu as vite fait d'être un gros poisson dans ta petite mare, en fait, d'être le boss dans ton milieu, mais qui intéresse pas beaucoup de monde. Et c'est très dangereux ça. C'est très dangereux pour l'ego, c'est très dangereux pour la progression, c'est très dangereux pour la progression personnelle aussi. Il faut absolument arriver à sortir de son milieu, parce que sinon tu restes bloqué en fait avec tes trois fans, tes trois groupies, et puis tu vas jamais évoluer. Ce qui est très important à faire, c'est une fois que tu as un peu percé dans le BMX flat, bah, il va falloir aller percer dans le BMX. Et une fois que tu as percé dans le BMX, bah, il va falloir aller percer dans le sport. Une fois que tu as percé dans le sport, bah, tu vas percer un peu dans la mode. Et en fait, genre, à chaque fois, tu crèves des plafonds de verre comme ça, et tu te rends compte en fait que le BMX flat, bah, c'est minus, et que forcément, c'est la base de toute ma vie, c'est ce que je fais le mieux, mais c'est un tremplin pour faire plein d'autres choses. Et c'est ça qui est hyper important. Et donc, oui, c'est en faisant l'opportunité de faire ce film, MILF, d'Axel Lafont, qui était au cinéma, et après qui a été sur Netflix, qui a été numéro 1 sur Netflix aux US, en France, pendant des semaines, et ça m'a vraiment donné une super grosse visibilité. Donc tu vois, c'est même pas avec une vidéo de BMX que j'ai eu cette visibilité, c'est en faisant un truc hyper mainstream, et qui m'a permis après d'avoir plus de followers sur les réseaux sociaux, et après du coup d'avoir eu l'idée de créer la boîte de prod avec mon agent, et, euh, et donc voilà, c'est hyper important. Euh, Forcément la médiatisation, parce que nous, on n'a pas de droit télé, on n'a pas de chaîne forcément à l'époque qui passait les compétitions. On avait des magazines spécialisés, mais quoi, il y a 10 000 personnes qui vont lire, c'est rien, c'est peanuts, tu vois. Donc il faut se rendre compte que il faut aller plus loin, il faut créer sa propre marque,
sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est ce que j'ai compris hyper tôt. Je pense que j'étais une des premières personnes à télécharger Instagram à l'époque. Et j'ai toujours aimé la photo et la vidéo et créer mon contenu. Je te disais, on avait fait cette vidéo en Hongrie en 2007. Donc j'étais un des premiers à faire de la compète et aussi des vidéos. Donc voilà, c'est hyper important aujourd'hui dans le sport de haut niveau, que ce soit dans l'athlétisme, dans le foot, machin. T'as pas un sportif de haut niveau qui a pas des réseaux sociaux, ça n'existe pas. Donc ça fait partie intégrante de notre job. Et si tu sais pas le faire, bah t'es mort. Mmh. Et justement, alors derrière, tu as monté ta boîte de prod, tu disais, avec ton agent. J'entendais à Vivatech lors d'une conférence voilà, que justement l'idée c'était de faire, en gros, de t'entourer de tes potes pour produire tes contenus, tes films. Le dernier en date qu'on a vu et que j'ai vu, c'est le Tic Tac de Swatch. Beaucoup de boulot, enfin grosse prépa pour une vidéo qui fait, je sais pas, 1 minute 30, Une minute 10, ouais. ouais, 1 minute 10. Donc gros projet. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de bosser justement avec ses potes? Est-ce que c'est un truc en plus? Est-ce que tu as dû faire des compromis justement pour bosser avec tes potes? Parce que, je sais pas, il y en a, c'est tes potes, mais ils sont pas forcément bons, j'en sais rien. Non, mais tu sais, parfois quand tu fais des trucs, moi je me suis associé avec un pote, c'est très mal passé au final, tu vois. Donc, parfois ça marche bien, parfois ça marche pas bien. Toi, du coup, ça a toujours bien marché, c'était toujours fluide. Ouais, après c'est que bosser avec ses potes, c'est toujours. Non, ça peut être le meilleur mec du monde, c'est toujours tricky, hein, parce que dès que tu parles d'argent avec un pote, c'est compliqué. Ça, c'est juste la nature humaine est faite comme ça. Après, moi, je suis très américain dans ma manière de parler d'argent et de sans tabou. Je t'ai dit, j'ai vécu 8 ans aux États-Unis, donc en fait, ça me fait rien du tout de parler d'argent et d'être franc avec les gens. Et je pense que c'est la base de tout, tu vois. Il faut être franc avec ses potes, être franc dans le business. Et c'est peut-être un petit problème qu'on a en France, c'est qu'on a trop de pudeur en fait à parler de tout ça, à parler d'argent, de projet, de réussite, machin. Et en fait, si t'en parles sans filtre, bah du coup ça détend tout le monde. C'est ma manière de bosser avec mes potes, tu vois. Je dis écoute, on a ce budget, on a ça pour toi, t'es content, tu le fais. Par contre, si tu le fais, tu dis oui à ce budget, bah tu vas pas te plaindre que t'es pas bien payé pendant le projet, tu vois. Genre si tu acceptes de le faire, et bah tu le fais à 100%. Bah, sinon on ne prendra pas la prochaine fois. Et puis je pense que c'est avec la franchise qu'on arrive à avancer dans le business, tu vois. Bien sûr. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est juste mon éducation américaine qui m'a beaucoup aidé dans cette partie du business. Après, pour Time Machine, là, on se sentait un peu fin au niveau des compétences, donc on a externalisé avec une autre boîte de prod qui nous a aidé, qui s'appelle OK Prod, qui fait plein de films publicitaires. Donc là, parce que c'était un projet beaucoup plus gros, donc OK Studio, ils nous ont vachement aidés. Donc c'est ça qui est intéressant avec la prod aussi, c'est que tu vas prendre à droite, à gauche, machin. Tout le monde est en freelance maintenant, en fait, dans la prod. Il n'y a plus trop de mecs qui sont dans les boîtes. Donc, c'est génial, en fait, de pouvoir composer ton équipe. Tu prends un mec au son que tu avais rencontré ici, tu prends un mec, un DOP que tu avais rencontré là, le réel que tu sais qui va être bon pour le projet. Et c'est ça, en fait, être bon producteur, c'est de rassembler la bonne équipe pour un projet particulier. Et moi, j'adore ça. Je pense être un bon meneur de, de personnes, tu vois. Et c'est hyper important de savoir parler aux gens, de bien leur parler. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Hmm. Tu te vois, alors on va parler un peu plus tard de la transition, mais c'est un rôle qui te plaît et tu te vois faire ça pour la suite? Ah ouais, ouais, carrément. Ouais. Ça, forcément, continuer à faire des projets pour moi et surtout faire des projets pour les autres, aider d'autres athlètes à développer leurs réseaux sociaux et du coup à être tranquille dans leur carrière. Malheureusement, le sport de niveau, surtout en France, c'est encore un truc, il y a très peu d'argent, tu vois. Il y a, je sais pas la statistique exacte et ça évolue tout le temps, mais je crois que c'est plus de 70% des sportifs de haut niveau français qui vivent sous le seuil de pauvreté, tout sport confondu. Donc c'est impossible à entendre pour moi ça. C'est des mecs qui vont s'entraîner 10 heures par jour et qui, à la fin de leur carrière, doivent aller bosser au
Franprix, je sais pas, parce qu'ils ont plus d'argent. Ça, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'aider ces mecs-là à monter des réseaux sociaux solides et à monter une image de marque solide et que après leur carrière, du coup, ils sont un peu plus tranquilles. Il n'y a pas de raison. Ils bossent 60 heures par semaine, 100 heures par semaine. Pourquoi ils n'auraient pas les bénéfices de leur travail, tu vois. Donc moi, l'idée, c'est ça, d'avoir la prod avec mon agent et aussi surtout d'aider les plus jeunes à développer leur marque et du coup être tranquille dans leur sport. Mais les sportifs de haut niveau dont tu parles, enfin, il y a un truc qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin de développer ta visibilité en tant que sportif, en tant que marque. C'est ce que toi, tu as fait depuis longtemps. Évidemment, j'observe aussi qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui galèrent parce qu'ils se concentrent sur leur sport et qu'ils sont pas forcément bons sur tout ce qui est visibilité, réseaux sociaux, etc. Il y a des agences qui font ça, des gens qui se montent, mais est-ce que la clé, justement, c'est pas de former ces athlètes, justement, à développer leur visibilité, créer du contenu? Parce que finalement, il faut amorcer à un moment donné. Enfin, je veux dire, il faut que moi, si je suis sportif de haut niveau et que je veux être visible, il faut que je développe ma visibilité. Comment est-ce qu'on amorce ça? Le problème, c'est qu'il y a des sportifs de haut niveau qui n'ont pas du tout cette fibre. Enfin, des sportifs, il y a des êtres humains qui n'ont pas du tout cette fibre. Du coup, je sais pas, moi je suis nul en maths, tu auras beau m'expliquer les maths toute ma vie, je vais sûrement rester moyen en maths, et du coup, vaut mieux laisser ça à des gens qui sont hyper forts en maths, je pense pas. Et du coup, tu peux essayer un peu d'expliquer à quelqu'un, mais si tu vois que au bout d'un an ou deux, ça marche pas, bah, tu le fais à leur place, en fait. Et je pense que c'est un investissement, effectivement, mais c'est un investissement qui va tellement qui vont tellement bénéficier pour plus tard si c'est bien fait, que je pense que c'est un no-brainer pour un sportif de laisser ses réseaux sociaux à des personnes compétentes. C'est hyper dur, hein. C'est hyper dur ce game de trouver la bonne musique qui traîne dans ce moment, trouver le bon opening shot, parce que sinon l'algorithme il va pas il va pas prendre ta vidéo, trouver la bonne heure pour poster. Euh, c'est un taf de ouf en fait. Et que si tu demandes à un mec qui s'intéresse pas au truc de commencer à s'y intéresser, putain, c'est chaud. C'est des formations sur plusieurs années, tu vois. Donc est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas mieux de laisser ça à des gens qui savent faire? Moi, je pense que si. Ouais, ok. Donc ça, c'est ce que tu aimerais faire pour la suite, accompagner des athlètes pour justement développer leur visibilité et puis éventuellement vivre de leur passion? Moi, carrément, carrément, absolument. Et puis surtout, en fait, ça m'intéresse vachement de le faire parce que moi, je viens d'un sport tout pété, tout petit, en fait, le BMX flat, et j'ai réussi aujourd'hui à, je sais pas combien de millions de followers, je dois approcher de 2 millions de followers sur toutes les plateformes, tu vois. Et c'est beaucoup. Et du coup, si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut réussir à le faire. Donc c'est pour ça. C'est un bon message d'espoir pour vous qui nous écoutez. Si vous êtes dans un sport de niche et que vous voulez en vivre et être athlète Red Bull comme Mathias, eh bien allez-y, c'est possible. Bien sûr. Il y a aujourd'hui, tu t'es fixé un objectif qui est d'obtenir ton 10e titre de champion du monde l'année prochaine, en 2024. 2023. Donc ça, c'est ton Glasgow, là. Glasgow dans un mois. Pardon? C'est Glasgow dans un mois. Ah, c'est là dans un mois. Ouais, ok, ouais, non, ouais. j'avais. Ok. Autant pour moi, donc c'est Glasgow dans un mois, Ouais. et donc, ah ouais, donc l'échéance, okay. Ça arrive fort. L'échéance arrive fort. 10, ouais, c'est ça, c'est le 10. C'est pile dans un mois. La finale sera le 10 août. Ok, d'accord. Donc voilà, objectif x10, objectif x10, et après t'es bien, quoi. Après, ciao les gars. Après, ciao.
Ok, ok, ok. Bon, donc c'est un truc que tu t'es dit. En fait, ton objectif, c'est de mettre un terme à ta carrière après cette échéance pour arrêter au sommet de voilà au sommet et puis pas traîner pendant des années ensuite. Qu'est-ce qui motive ça? Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te dis aujourd'hui, bon, c'est bon, j'ai envie de cocher cette case et en tout cas sur la partie compétition, on entend que tu veux continuer les projets, mais sur la partie compétition, c'est bon. Qu'est-ce qui fait ça? Déjà, c'est Glasgow en 2023 et après, si ça ne marche pas, il y a Abu Dhabi en 2024. Donc Hmm. l'idée, c'est vraiment de mettre. Puis en plus, j'ai envie de refaire un FIS l'année prochaine, machin, de finir bien. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre un terme à la partie purement compétition euh, fin 2024. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un 10e titre parce que 10, c'est un, un nombre qui est plutôt cool et qui est rond. Et en Hmm. plus, Glasgow, ça va être une compétition exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'il va y avoir les championnats du monde de tous les sports UCI. Donc, cyclisme sur route, la piste, la descente, le BMX, le trial, au même endroit, au même moment. Il y a plus de 2500 athlètes qui y seront. C'est comme des mini-olympiades du vélo, en fait. Et Hmm. ça va être exceptionnel. Donc, ce serait vraiment un rêve d'arriver à avoir un 10e titre là-bas. Et je mets tout en place là pour essayer d'y arriver. Si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, il reste à Abu Dhabi en novembre 2024. Si ça arrive pas en 2024 à Abu Dhabi, voilà, ça n'arrivera sûrement plus après. La compétition est trop féroce. Et du Hmm. coup, est-ce que j'ai envie d'aller faire des championnats du monde pour faire quatrième ou cinquième? Non, clairement pas. J'en ai gagné 9 avant, donc je vais pas. Ça me sert à rien, moi, de faire des quatrième, cinquième places. Et Ouais. le taf qu'il faut mettre en place pendant des mois pour arriver à faire quatrième au championnat du monde, c'est un truc de malade, tu vois. Je vais à la salle tous les jours, tu vas courir, tu vas t'entraîner, tu vas faire des compétitions de préparation, du coup, t'es pas avec ton gamin, t'es pas avec ta meuf, et tu vas faire quatrième à la fin. Et en plus, on va dire, ah bah, t'as vu, c'est plus ce que c'était, d'Andois, machin. Genre. Le truc, c'est que j'ai commencé à gagner les compétitions pro en 2006. J'ai gagné ma première compétition pro en 2006 au 100 contest à Cergy-Pontoise. Et ma dernière compétition pro que j'ai gagnée, c'est le championnat d'Europe le mois dernier en 2023 à Duisbourg. Donc tu fais 2023 moins 2006. Ça en fait des années sur le circuit à gagner des compètes. J'ai eu de la chance d'avoir une carrière hyper étendue et à gagner énormément de choses. Et en fait, il y a vraiment ce truc, en toute modestie, de j'ai plus rien à prouver en fait. J'ai gagné une médaille aux X Games. Là, cette année, c'est ce qui me manquait un peu à mon palmarès. J'ai coché cette case. Ouais, c'est juste que voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. J'ai un peu fini le game du BMX flat et j'ai pas envie de trop de m'éterniser sur les compétitions, surtout que maintenant les compétiteurs ils ont 17-18 ans. C'est un peu dur d'avoir des conversations avec un japonais de 17 ans, tu vois, qui va me parler que de BMX. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai envie que mon cerveau s'en nourrisse avec de la culture. En fait, c'est juste vraiment tout un ensemble de choses qui font que j'ai envie de passer à autre chose et surtout de finir sur une bonne note. Il y a plein, plein de sportifs qui malheureusement font l'année de trop. Et pour moi, l'inspiration, c'est Martin Fourcade, tu vois, en biathlon, qui avait les capacités probablement de gagner 2, 3 titres olympiques de plus, de faire 2, 3 Olympiades de plus. Mais lui s'est dit non, j'arrête là. J'arrête là au sommet. Et aujourd'hui, on se souvient de Martin comme un champion, tu vois. Si Martin, il avait fait les Jeux Olympiques en 2022 là, et qu'il avait fait huitième, tout le monde se serait souvenu de Martin comme un mec qui a fait huitième aux Jeux Olympiques et pas comme un champion olympique. Du coup, l'être humain a la mémoire courte. Du coup, j'ai juste envie qu'on se souvienne de moi comme un champion et pas un mec qui a squatté sur les qualifications du FIS jusqu'à ses 50 ans, tu vois. Et ça, ce serait terrible pour moi. Et on a l'impression qu'il y a aussi un autre élément qui est, je dirais pas important, mais fondamental, c'est aussi le fait que tu es aujourd'hui papa. Ouais, Euh, bien sûr que ça a un peu. En fait, ça m'a conforté dans cette décision, parce que cette décision, je l'avais prise avant que ma femme tombe enceinte. Et c'est juste que
Et j'avais cette idée derrière la tête, bien sûr. Mais du coup, quand il est arrivé, ça m'a conforté. Mais c'est pas du tout grâce ou à cause de mon fils que j'ai pris cette décision. Mais c'est juste que ça la conforte, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Je discutais aussi avec, ouais, avec Alex qui me disait que, Alex Jumelin qui me disait que, enfin, en gros, quand je l'écoutais, il me donnait l'impression que tu t'étais un petit peu aussi posé, là où lui, justement, avait eu un petit peu plus de mal à le faire, quoi, avec. Voilà, toi, j'ai l'impression, en fait, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que tu avais envie de peut-être d'en faire un petit peu moins, enfin, voire même beaucoup moins, de réduire un peu le volume d'activité que tu fais, en revanche, d'augmenter la qualité. Euh, je Absolument. pense que les projets, les projets comme le projet Swatch, c'est des projets grosse qualité, grosse prod, évidemment grosse visibilité, et c'est des trucs qui peuvent te porter de manière significative aussi. Est-ce que c'est ça? Est-ce que du coup t'en fais moins mais mieux? Comment tu vois le truc? C'est absolument ça, c'est en faire moins mais mieux. Et c'est l'idée dans les prochaines années, c'est de faire que quelques projets par an, mais des trucs dont tout le monde se souvient. Finalement, faire plein de petits projets, ça va être cool pendant 3 jours sur Internet. Et puis après, il va y avoir un autre petit projet qui va passer au-dessus. Alors quand tu fais un gros projet, on t'en parle des années plus tard en fait. Et puis c'est des projets qui vont passer à la télé, qui vont être partagés des millions de fois sur les réseaux sociaux. Donc ouais, l'idée, bien sûr, c'est ça, c'est de faire moins mais mieux. Et c'est pour ça que j'ai monté cette structure de prod. Et du coup, quand il n'y aura pas le temps perdu, on va dire, à me préparer pour les compétitions, je vais le mettre là-dedans. Et ça va me laisser plein de temps, en fait, pour faire des projets de ouf. Et en fait, il me tarde grave de passer à cette nouvelle étape de ma carrière. Ouais, et puis aussi, t'as des gens autour de toi, enfin surtout là, moi j'ai en tête plutôt des marques qui sont derrière toi, qui te poussent et qui t'aident aussi, et qui amplifient ton message. Enfin, aujourd'hui, euh, des gens, enfin des entreprises comme Red Bull, qui est évidemment un gros acteur et une grosse participation dans tes projets, c'est des gens qui vont amplifier ton message. Et après, tu as des marques comme Swatch, Dockers, je sais pas, tu as quoi d'autre comme sponsor Mini, j'ai euh, j'ai quoi d'autre? Vans, j'ai Arrow, une marque de vélo. Hmm. On est en train de bosser avec une marque d'écouteurs, d'écouteurs là. Et puis après, tous les petits. Et ça, c'est des contrats à l'année, ça. Et Mhm. après, tu as toutes les petites marques. Pardon. Pas toutes les petites marques, mais toutes les marques avec lesquelles tu fais des petits contrats. Tu sais, genre les contrats d'influence qui sont Ouais. sur peu de temps, des marques de rasoirs, des choses comme ça, tu vois. Et c'est toujours des beaux budgets, donc ça te permet de faire des super beaux projets, en fait. Hmm. Et puis de bien gagner ta vie. Donc en fait, c'est l'idée, tu vois. Quand tu passes du temps à faire un truc, il faut que tu gagnes de l'argent derrière. Encore une fois, c'est mon éducation américaine, mais c'est, c'est pas la base de tout, bien sûr, mais c'est quand même une base très importante. Parce que s'il n'y a pas ça derrière, ça va te créer des frustrations de ouf, n'empêche. Imagine, tu mets plein d'énergie, plein de temps, du temps que tu passes pas du coup avec ton fils, et derrière, quoi, genre t'es juste une petite star des réseaux sociaux, moi ça me sert à rien, tu vois. À un moment, il faut que je gagne ma vie. Ouais, c'est vrai. Les gens, ils n'entendent pas ça. Ils pensent qu'on est des passionnés. Bien sûr qu'on est passionnés. Sinon, on ferait pas tout ça. On n'est pas mécène non plus, tu vois. C'est pas la fête. Évidemment, c'est sûr que il y a ce côté, t'es sportif, alors du coup, t'as peut-être un petit peu moins de, on prête un petit peu moins d'attention à ta valeur, tout ça, mais en fait, ce que tu fais, toi, avec ton art, c'est que tu fais quand même rêver des milliers, des millions de personnes. Et j'en fais partie, je dois reconnaître. Je fais partie de ces gens-là que tu fais rêver désormais, parce qu'en fait, euh, Depuis la démo Orange à c'est ça, Vivatech. depuis la démo à Vivatech. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est génial. Mais
Ce qui est top, pour revenir sur le côté sponsor, c'était aujourd'hui, c'est des gens c'est des marques qui te permettent également d'être visible auprès de leurs cibles, et leurs cibles, du coup, sont mainstream. Des gens comme Mini, des gens comme Dockers, comme Swatch, quand ils t'utilisent et qu'ils te mettent sur l'aventure des Galeries Lafayette, bah, c'est de la visibilité pour toi, ça amplifie, ouais, ton message et ta Bien sûr, visibilité. après, c'est 50-50, hein. Quand tu as un Ouais. sponsor, c'est de la visibilité pour moi et c'est surtout aussi de la visibilité pour eux parce qu'ils ils utilisent mon image et tout ce que j'ai créé depuis 22 ans de carrière. Et c'est ça qui est génial en fait avec une marque. C'est ça que j'adore. C'est que quand tu arrives à trouver le bon entre-deux, entre je bosse avec une marque cool, donc j'utilise leur visibilité et eux ils sont trop contents de bosser avec toi parce que t'es un bon gars, parce que je dis pas, je parle pas de moi, hein, je parle en général, hein, parce que tu as de la visibilité sur les réseaux sociaux et voilà, et ça marche bien. Cet entre-deux, il est trop cool, c'est trop bien. Quand t'es pas obligé en fait de bosser avec une marque un peu moins cool et tu te dis ah putain, et tu le fais juste pour le pognon et c'est relou en fait ça. Et ce qui est trop bien, c'est de trouver des marques qui sont cool et là t'as tout gagné, c'est trop chouette. C'est trop chouette. Mm. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Et quand je regarde ma liste de mes partenaires avec qui je bosse, ça me fait trop rêver. C'est que des marques qui sont charmées, que des gens en plus derrière les marques qui sont charmés. Et le contenu, on le fait avec mes potes. Et voilà, la situation, elle est golden de ouf là. C'est trop bien. Mm. Et en plus, c'est un truc que tu peux continuer ad vitam. Enfin, je veux dire, il n'y a pas Oui, de, oui, il y a bien pas de sûr. limite. Bien sûr, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est chouette. Après, on verra quand la compétition s'arrêtera. Il y a plein de partenaires qui adorent ce côté compétition, encore compétiteur. Donc, on verra. Et peut-être que j'arrête en 2024, mais peut-être que ça va trop me manquer en fait. Et peut-être que si le BMX Flat arrive au JO en 2028, peut-être que je me dirai en 2027, vas-y, ou peut-être on se remet une dernière danse ou quoi. C'est ça le danger en fait. C'est comme le Mm. casino, tu te dis putain, peut-être je remets une petite pièce dans le truc. Donc pour le moment, le plan est d'arrêter en fin 2024 la compétition, mais bon, on va voir. Je ne me ferme aucune porte. Ouh là là. Non, mais non, mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, quand on est compétiteur et comme toi, et Alex me disait aussi que, que toi, tu es un compétiteur acharné, que même quand il s'agit de faire du tennis, du ping-pong ou quoi, bah voilà, Il n'y a plus de potes. t'es de- Non, mais c'est ça qui est marrant. Donc, on sent qu'il y a quand même ce côté compétition et qu'il en faudrait quand même pas beaucoup pour te réchauffer là-dessus. Même si évidemment tout ce qu'on souhaite c'est que tu nous fasses péter tu nous fasses péter le gold à Glasgow, quoi. Oui, Donc, ouais, c'est ça que je suis en train de faire tout en tout cas en ce moment pour que ça arrive. Et ouais. puis après, je passerai au tennis. Où tu as l'air d'être pas mal non plus quand même. Et c'est quoi la prépa là comment est-ce qu'on se prépare pour une échéance comme là ces championnats du monde? C'est quoi alors j'imagine technique, physique, mentale, Oui, stratégie, etc. C'est quoi là pour le coup, le ça c'est taf? un truc que je maîtrise plutôt bien, la prépa. Je me suis préparé pour plein d'échéances au cours de ma carrière. Donc, muscu 3 fois par semaine, 1 heure et demie avec mon coach. Là où on fait pas mal de cardio du coup parce que c'est une compétition et plus du renforcement pour pas me blesser. Surtout à mon dos où j'ai eu plein de problèmes. Donc je soulève pas du tout de la fonte ou quoi. Genre c'est plus des exercices d'abdos, du renforcement du dos et juste pour pas me blesser et pour me permettre en fait de rider énormément sans me faire mal. Et puis après course à pied pas mal, 2, 3 fois par semaine. Ça, j'adore ça. Et après travail sur le vélo. Souvent tout seul quand je me prépare pour une compétition parce que je fais des runs de 3 minutes. Donc nous, nos runs, c'est 3 minutes. Et c'est hyper cardio et c'est hyper physique. Et il faut connaître ton run vraiment sur le bout des doigts. Il faut savoir le faire les yeux fermés. Parce que quand tu vas être devant 10 000 personnes et 5 juges et que c'est la finale, tu peux pas te permettre de pas connaître ton run, tu vois. Donc tu bouffes du run toute la journée. Je fais 10 runs de 3 minutes par jour. Je finis éclaté. Mais c'est comme ça. C'est comme ça la prépa.
Ok. Mental? Oui, bien sûr. Après c'est plus le jour de la compète qu'il faut être prêt mentalement. Euh, j'ai des petites routines que j'applique. Le- les moments en fait juste avant de passer à la compète qui sont très durs au niveau du stress. Je sais pas, je vais défaire et faire mes lacets plein de fois comme ça, j'occupe un peu mon cerveau. Il faut savoir que le cerveau c'est un muscle et que bah, si tu l'utilises trop avant la compétition en stressant et pendant ton run, tu vas moins avoir de réflexes, tu vas moins pouvoir prendre les bonnes décisions. Parce que ton cerveau il était tellement fatigué par le stress. C'est comme si tu faisais pas, genre 500 pompes avant de faire ton run, bah, tu vas être fatigué physiquement. Et bah, c'est la même chose avec ton cerveau. Si tu le fais stresser comme un dingue avant ton run, tu vas être cuit mentalement, quoi. Et du coup, tu vas faire un run de merde. Donc, c'est hyper important de le préserver au maximum avant la compète. Et ça, je fais des routines, en fait, hyper simples. Je disais, défaire et fermer lacets, écouter de la musique. Euh, je sais pas, genre, je squatte sur Instagram. En fait, je fais euh, tout pour pas penser à ce qui va arriver. Ok. Une forme de, ouais, de coupure, de fermeture aux événements extérieurs. Exactement. Wow. Là-dessus, tu te fais accompagner ou c'est bon, toi, t'as tes process, t'as tout ça. Si je me fais accompagner, je Ouais. me fais accompagner. Ouais, ouais, ouais. On a le centre de performance Red Bull en Autriche, qui est incroyable, qui s'appelle l'APC. Et on a accès aux meilleurs nutritionnistes, aux meilleurs psy, aux meilleurs préparateurs physiques. Et si tu te blesses, tu vas là-bas et tu retapes. C'est incroyable. Donc, on a vraiment la chance d'avoir ça. Et voilà, moi j'ai bossé un peu avec un préparateur mental, mais c'est plus en fait des clés qu'il me donne. J'ai pas de travail journalier avec lui en fait, c'est plus des Hmm. clés qu'il me donne et qui m'aident, mais j'ai pas le besoin de parler à quelqu'un euh, souvent. C'est plus des petits tips qu'il me donne et qui me facilitent la vie en compétition. Ok. Ok, je vois l'idée. Tu m'as parlé, ouais, on a parlé de reconversion. Alors, on a parlé de la suite surtout. La suite, c'est donc, alors la prod, les sponsors, des projets vidéo. Il y a accompagnement d'athlètes. Tu m'as également la dernière fois parlé de ce projet de Woodward, le Woodward français. Tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, euh, pas en détail parce qu'on est en train de finaliser les détails, mais l'idée, qu'il n'existe pas de centre de vélo en France, où il y a toutes les disciplines du vélo en un endroit, où les amateurs peuvent s'entraîner comme des pros. Et, euh, et on est en train de créer ça avec le FIS en Champagne. Et en fait, ça va être un endroit où tu vas avoir toutes les infrastructures en BMX park, en BMX flat, en mountain bike, en descente, en XCO, en vélo de route, en pump track, en race, et plus de la récupération, une salle de sport, nutrition. Et, euh, et ça va être exceptionnel en fait. Ça va être un endroit où je te dis, toutes les nouvelles générations vont pouvoir venir et être encadrées comme des pros et bien sûr tous les amateurs qui veulent juste utiliser les pistes, ce sera grand ouvert pour eux aussi. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce que ça fait aussi partie de l'encadrement des sportifs que j'ai envie de faire plus tard. Et toute cette partie, je te disais, sur les réseaux sociaux, et comme une partie qui est inhérente au sport de haut niveau, c'est qu'il faut s'entraîner comme un sportif de haut niveau. Et que parfois les infrastructures en France, elles sont un peu pas à la hauteur. Et donc là, on est en train de faire un spot d'américain. Ça va être top. Le spot d'américain. Eh ouais. Si vous ne connaissez pas Woodward, c'est des lieux mythiques aux US où tous les meilleurs athlètes vont s'entraîner, des skateparks incroyables, des bacs à mousse gigantesques. C'est là où était inventé le Supercross BMX à l'époque, hein, avant que ce soit au JO, avec des doubles de 25 mètres sur des 20 pouces, ce qui était quand même assez incroyable. Donc voilà, c'est génial de pouvoir faire ça en France.
J'imagine que ouais, tu dois pas mal bosser. Ouais. Il y a du taf, et j'imagine aussi que ça doit contribuer à la possibilité de permettre à des gens aussi de créer du contenu, des athlètes, des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire, d'aller là-bas et puis également de créer du contenu pour les Absolument. réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Absolument, il y aura un studio aussi, photo et vidéo, où les gens pourront venir shooter ce qu'ils veulent. Et forcément des masterclass aussi de comment bien gérer ses réseaux sociaux. Donc ça va être vraiment un endroit 360 et forcément on est hôtel aussi, hein. On va pouvoir accueillir 60 personnes sur place. Donc, si tu veux venir un mois et devenir une machine de guerre avant une compétition, tu peux. Et voilà, ça va être charmant. Faut que je fasse ça, moi. Je vais me requinquer là-bas. je vais me requinquer avant ça ouvre quand? L'ouverture, le grand opening, c'est le 30 septembre. On va faire un gros événement là-bas. Okay. Et ça va être vraiment full ouvert à la sortie de l'hiver 2024, donc en mars 2024. D'accord. Donc, écoute, je réserve ma date pour le 30 septembre, ouais, pour venir te voir et potentiellement m'entraîner un peu, parce que l'idée, c'est que moi, je participe au Rock d'Azur, ouais, en country, ce qui n'est pas forcément ma discipline de prédilection, mais c'est possible. Ça va le faire. Donc, on va voir ça. On va te retaper, on va te mettre sur pied. Mais grave, excellent. Écoute Mathias, on peut pas vraiment dire qu'on a fait tout le tour du tour, mais on a vu. Ouais, non, mais c'est un beau tour quand même, ouais, carrément. C'est un beau tour quand même. Écoute, vraiment, je te remercie infiniment pour avoir pris le temps de participer à cet enregistrement d'En Roue Libre. C'était super intéressant, passionnant même. Dans la tête d'un champion comme toi, c'est génial. Alors la suite, tu nous en as un petit peu parlé. Le 10 août, c'est ça, Glasgow? Ouais, 8, 9, 10 août à Glasgow. Ce sera en direct sur Eurosport. Ouais. Et vous pouvez suivre tout ça. Et puis après, voilà. Plein de beaux projets qui arrivent sur Eurosport aussi, concernant les JO de Paris 2024. Et voilà, restez tous connectés. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je te dis, viens à la FIS Farm, là, on va te préparer pour le Rock d'Azur. Tu vas tous les piler au Critérium. Excellent. Ouais, je vais faire ça. Écoute, merci vraiment beaucoup, Mathias. C'était génial. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Bonne prépa pour Glasgow. Merci. On va suivre ça en live. Tu nous enverras les liens vers un peu les vidéos et tout ça. Mais en tout cas, ouais, Forza à toi. Bonne prépa, plein de bonnes choses. Et ouais, 8, 9, 10 août, on sera derrière toi. Pour la médaille, quoi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Génial. Ciao. Merci Mathias. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a appris quelque chose et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un message sur la plateforme de votre choix et une note 5 étoiles afin de m'aider à remonter dans les classements. Vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo, et vous pouvez vous remettre à pédaler.